Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Commençons par traiter des élections régionales de dimanche dernier. Il ne s'agira pas ici de nous livrer à des analyses comptables, de faire la propagande d'un tel ou d'un tel en vue du deuxième tour, ni de désigner des catégories d'électeurs à la vindicte populaire, mais de réfléchir ensemble à ce que les élections disent de la société française. Et il semble qu'au-delà du clivage traditionnel gauche-droite, ce qui prédomine partout, c'est la profonde désillusion quant à la politique dans sa forme actuelle, alors qu'environ 1% seulement des Français adultes adhèrent à un parti politique. Les résultats sont connus. Les partis traditionnels du système, le PS et les Républicains, se maintiennent à des niveaux globalement stables malgré le discrédit dont ils sont victimes. Mais il s'agit moins ici d'une adhésion enthousiaste que d'habitude transmise, d'attachement à une alternance traditionnelle de la Ve République. Et en plus de cela, il y a l'idée que ce seraient les seuls partis raisonnables face à des propositions jugées trop radicales ou utopiques. De son côté, le vote pour les partis présentés comme à la gauche du Parti socialiste, principalement Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche, exprime un refus des politiques actuelles jugées mortifères. L'absence de progression de ces partis trahit toutefois un manque de confiance dans leur capacité à porter réellement un projet crédible et réalisable. Le vote Front National est plus complexe. Le Front National est allé à ce scrutin, non comme les autres et non comme il était allé à d'autres scrutins antérieurement, en assumant pleinement son identité partisane. Bon nombre de listes, l'essentiel des listes s'appelait « Liste Front National présentée par Marine Le Pen », alors que les autres cachent leur identité, cachent le parti. Entre rhétorique anti-système et nostalgie d'un âge d'or fantasmé où tout allait bien dans le pays, il attire aujourd'hui un véritable vote d'adhésion, invalidant donc les clichés sur un vote uniquement contestataire. Mais comme les autres partis, le FN n'échappe pas à de fortes contradictions. Cumul des mandats, clientélisme, scandale financier impliquant certains de ses cadres, les ressemblances avec les Républicains ou le Parti socialiste sont plus grandes qu'on pourrait le croire. Idem pour leur programme, marqué par un fort soutien au monde de la finance ou reprenant des théories néoconservatrices américaines qui ont largement prouvé leur échec sous l'ère George W. Bush. Comme alternative au système, on a trouvé mieux. Pourtant, beaucoup d'électeurs souhaitent croire au discours de défiance, mais sont-ils eux-mêmes réellement dupes ? Ce que ces résultats montrent, au fond, ne serait-ce pas surtout la faillite d'un système politique, l'échec des autres partis à convaincre de leur capacité à améliorer concrètement la vie des gens ? Terminons notre tableau des élections régionales par l'abstention, le choix fait par la moitié des électeurs, sans compter les non-inscrits. La méconnaissance du rôle, voire du contour des nouvelles régions a bien sûr un impact là-dessus, mais c'est surtout un plus large sentiment de ras-le-bol qui opère. Dans l'esprit de beaucoup de gens, non seulement aller voter ne servirait à rien dans la vie quotidienne, mais pire encore, cela reviendrait à soutenir des politiques dont ils ont le sentiment confus mais persistant qu'ils se foutent littéralement de la gueule du monde, préférant se chamailler pour des postes plutôt que d'agir pour ceux qu'ils sont censés représenter. On a tendance à voter, mais il n'y a rien qui change. Ils disent on vous promet ça, on vous promet ça, on vous promet ça. C'est du blabla. S'il y a du concret, d'accord. Il n'y a pas de concret. En 2011, le cri de ralliement des indignés espagnols, ce mouvement qui a profondément transformé le pays, était « No nos representan », ils ne nous représentent pas. En 2015, les Français ne disent pas autre chose, même s'ils l'expriment de manière moins bruyante. Dimanche dernier, nous n'avons pas tous voté, et nous n'avons pas tous voté pour la même chose. Et pourtant, nous avons tous des idées sur le monde que nous voulons, et en discutant, nous pouvons voir que beaucoup de nos divisions ne sont en réalité que des divisions de façade. En allant au cœur du problème, au-delà des étiquettes d'un monde politique en plein effondrement, nous pouvons nous rendre compte que nous souhaitons tous, peu ou prou, la même chose. Une société plus juste où l'on aurait tous une chance de s'en sortir et de vivre heureux, sans se demander si l'on va pouvoir payer le loyer, ni hésiter entre le chauffage et les courses. Au-delà de ces régionales, demandons-nous comment les citoyens pourraient faire à nouveau entendre leur voix. N'est-il pas temps de sortir sur les places, de discuter ensemble de nos problèmes et des manières de les résoudre, quitte à changer les façons de faire et les structures auxquelles nous sommes habitués ? Car la première leçon de ces régionales est claire. La solution ne viendra pas d'en haut. Il y a des faits divers qui nous en disent plus sur la société que bon nombre d'analyses politiques. C'est le cas de l'affaire Jacqueline Sauvage, femme condamnée en cour d'appel à 10 ans de prison pour avoir assassiné son mari. Ce verdict nous raconte le long chemin qu'il reste à parcourir contre les violences faites aux femmes. En effet, Jacqueline Sauvage est la véritable victime dans cette affaire. Durant 47 ans, elle a vécu un véritable enfer, battue, torturée et violée par son mari. Ses enfants ont également été battus et violés par ce dernier, et l'un de ses fils a fini par se suicider. Au lendemain de ce drame, Jacqueline Sauvage a mis un terme à 47 ans d'enfer par 3 balles de fusil dans le dos de son mari. Évidemment, il s'agit d'un meurtre. Évidemment, il aurait été préférable que cela se traduise en justice, autrement, avec l'aide des services sociaux. Mais rien n'a été fait. Le véritable scandale dans cette affaire est de 2 ordres.
D'un côté, les violences conjugales sont encore souvent minimisées, niées ou invisibles. Ce qui se passe dans l'intimité du foyer est ignoré alors que 52% des violences envers les femmes sont le fait du compagnon ou d'un membre de la famille. En 2014, en France, 118 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons et on estime que près de 600 000 autres sont victimes de violences conjugales à divers niveaux. La violence psychologique et les effets destructeurs sur le mental de ces violences est également niée, comme l'illustre le procès durant lequel l'avocat général, représentant l'accusation, explique que Jacqueline Sauvage a répondu à un coup de poing par 3 coups de fusil. Alors qu'elle a répondu plutôt au suicide de son fils, au viol de ses filles, à 47 ans de torture qui laissent forcément des traces. L'expertise médicale a d'ailleurs conclu que Jacqueline Sauvage souffre d'un stress post-traumatique très important suite à cette maltraitance. La seconde partie du scandale, c'est l'inaction des services sociaux, débordés, surchargés et en manque de personnel formé. Les maltraitances sur les enfants auraient normalement dû alerter l'école, l'aide à l'enfance, enclencher un processus de prise en charge de la famille. Il n'en a rien été et les violences dont ont été victimes les enfants n'ont été révélées qu'au moment du procès de leur mère. C'est le huis clos, c'est le silence, c'est l'isolement. Souvent, ces personnes sont complètement dominées par l'agresseur. L'agresseur a une stratégie il détruit la sape psychologique des victimes. Et finalement, ces personnes ne sont plus en capacité de réagir, elles sont sous emprise. Comment peut-on considérer que l'égalité entre hommes et femmes est une réalité aujourd'hui au regard de ces faits ? Quand on pense que 100% des femmes disent avoir été harcelées au moins une fois dans la rue, ou quand, encore bien trop souvent, la police dissuade les femmes de porter plainte en cas d'agression sexuelle. Parfois, un simple fait divers parle plus fort que tous les grands discours. Partons maintenant pour l'Angleterre, pour parler d'un homme qui fait aujourd'hui figure d'ennemi public numéro 1 pour l'establishment britannique, Jeremy Corbyn. Dans la vie, nous faisons des choix. Est-ce que nous nous préoccupons de tous ou est-ce que nous nous préoccupons de quelques-uns ? Est-ce que nous nous occupons du plus fauché ou est-ce que nous nous occupons des plus riches ? Il aura suffi pour cela qu'il prenne la tête du Labour Party, historiquement lié au syndicat, à la faveur d'un vaste engouement populaire. L'accession à ce poste, qui fait de Corbyn le principal leader de l'opposition à la politique du gouvernement, a déclenché une campagne de dénigrement d'une rare violence de la part de la classe politique installée, des milieux d'affaires et de la presse, qui n'hésitent pas à le qualifier de sympathisant des terroristes. Le Premier ministre David Cameron est allé jusqu'à déclarer que le Parti travailliste, avec Corbyn à sa tête, constituait désormais une menace pour la sécurité nationale, pour la sécurité de l'économie et pour la sécurité des familles britanniques. Alors pourquoi tant de haine ? C'est que Jeremy Corbyn porte un programme rompant avec plus de 30 ans de destruction de l'État. Il entend lutter contre l'évasion fiscale, porter la renationalisation des transports et des compagnies d'énergie, renforcer le logement et l'école publique, mettre fin aux frais d'inscription prohibitifs à l'université, développer les investissements publics et instaurer un salaire maximum. Ces propositions de bon sens font particulièrement écho aux préoccupations des Anglais dans un pays ravagé par la crise et la dérégulation de l'économie. Conséquence, Corbyn a été porté à la tête du Parti travailliste à une écrasante majorité, notamment par une jeunesse ayant retrouvé des raisons d'espérer et faisant au passage gagner 100 000 adhérents au Labour Party. La semaine dernière avait lieu le premier test électoral pour Corbyn, une élection législative partielle dans la circonscription Oldham West and Royton, fief du Labour dans le comté de Manchester. Toute la presse anglaise, voire française, construit depuis plusieurs semaines le récit que le Parti travailliste allait tomber, victime de la radicalité de son leader, dont les Anglais ne voudraient pas, et que le principal bénéficiaire de cette déroute allait être le parti nationaliste d'extrême droite UKIP. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque le candidat du Parti travailliste, Jim McMahon, s'est imposé au premier tour avec 62% des voix, soit 8 points de plus que lors des dernières élections. En parallèle, Corbyn s'est distingué au sein de la Chambre des communes en brisant le consensus de la classe politique autour des bombardements en Syrie, arguant qu'une lutte efficace contre Daesh passe en priorité par le fait de s'attaquer à ses financements. Là encore, dans un pays toujours traumatisé par l'expérience irakienne, cette position a particulièrement résonné avec le sentiment des gens. Cela a permis au Evening Herald, le Gorafi britannique, d'ironiser sur le prétendu isolement de Corbyn, qui serait totalement isolé et sans aucun soutien, excepté celui de ses électeurs. Et cela prouve, s'il en était besoin, que quand des hommes politiques répondent réellement aux attentes des gens, en parlant un langage clair et sans renier leurs principes, il n'y a pas de raison que le changement ne soit pas possible. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.